Bonjour les amis, bienvenue sur Nurea TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle soirée. Donc c'est une vidéo, profitez-en, faites des pauses, revenez en arrière et surtout, je vous rappelle que nous avons fait déjà une première interview avec mon invité de ce soir, Emmanuel Renfort, sur la conscience quantique et l'au-delà que vous pouvez retrouver sur Nurea TV. Mais c'est pas grave si vous arrivez sur cette émission et que vous n'avez pas vu la première parce que tout est lié. Dans le livre L'univers quantique enfin expliqué, Emmanuel Renfort nous fait voyager entre la conscience et la science. Il nous parle de physique quantique, mais aussi de notre rôle dans l'univers. Et si au lieu d'être juste spectateurs, on participait tous à la réalité qui nous entoure. C'est un ouvrage qui pousse à réfléchir autrement, à voir le monde avec un regard nouveau. Bonsoir Emmanuel, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Il fait chaud? Ça va le mieux possible. Oui, ça va. Voilà. Allez, on va dire qu'il fait chaud dans notre tête. Oui, il fait pas froid, effectivement. Ouais. En tout cas, merci de nous retrouver une nouvelle fois sur Nurea TV. Donc, on va parler de cet ouvrage L'univers quantique enfin expliqué. On va le mettre en avant. Et je voulais d'abord vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et pourquoi avoir choisi de relier la science et la conscience. Alors, je dirais que d'abord, c'est un livre qui se veut, j'allais dire, sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai coupé un peu une partie des implications dont je traitais dans l'ouvrage précédent dont nous avons déjà parlé, pour vraiment approfondir comment dire, le sens qu'on peut donner aux bizarreries quantiques. Voilà. En fait, j'expose les fondements d'une forme d'intuition que j'ai eue, qui était que si quelque chose de l'ordre de la conscience immatérielle existe, donc il existe un contenu de la réalité qui n'est pas réductible à la conscience, à la matière, pardon, on va l'appeler la conscience, et de façon plus générale, je vais l'appeler le psychisme. Le Le psychisme, psychisme. je vois ça comme plus général, sachant que l'inconscient est psychique, des formes plus rudimentaires de conscience sont psychiques. La conscience, c'est quelque chose qui est, c'est un sous-ensemble du psychisme. C'est une cristallisation, on pourrait dire psychique, qui est particulièrement euh, euh, sophistiqué. En fait, c'est la même chose que la conscience serait comme une lampe aveuglante et le psychisme, ce serait comme toutes les formes de lumière, y compris les formes qui sont peu visibles, qui correspondraient plutôt à l'inconscient. Voilà. Ceci étant dit, hein, c'est une question de mots. Et donc, je me suis dit que visiblement, il existe une dimension du réel, un contenu du réel qui n'est pas de l'ordre de la matière. Et tout le discours de dire la conscience est un épiphénomène de la matière, c'est vous faites tourner les électrons ou l'influx nerveux dans votre cerveau et paf, la conscience va sortir. Je n'ai jamais réussi à en croire un traître mot, donc je me suis dit la conscience c'est vraiment quelque chose à part. On ne peut pas l'expliquer en le ramenant à la matière, pas plus d'ailleurs qu'en sens inverse. Mais enfin bon. Et donc je me suis dit,
la fonction, ce qu'on appelle en biologie la fonction sensorimotrice, qui fait que je me pince, c'est un phénomène psychique qui va mettre un influx nerveux qui à un moment fait que je vais ressentir une douleur. Donc c'est passé du niveau physique au niveau psychique, et en sens inverse, je vous vois, vous me voyez, oh, j'entends un bruit, je sens un parfum et tout ça, c'est quelque chose. Non, j'ai la possibilité de décider de bouger et de le faire. Ça, c'est en sens inverse, c'est dans le sens moteur. Donc, ça veut dire, j'ai traduit ça en me disant, ça veut dire qu'il y a une interface entre les deux, il y a une possibilité de dialogue. Et ça veut dire que dans la matière elle-même, alors j'ai l'habitude de prendre mes deux bras, le bras du haut c'est le bras psychique, le bras du bas c'est le bras de la matière, et les deux bras sont capables d'interférer. Ce qui veut dire que le bras de la matière qui est en bas, excusez, hein, c'est pas, on fait au mieux. Le bras de la matière, ça veut dire qu'il a quelque chose en lui qui lui permet d'interférer avec quelque chose qui n'est pas la matière, qui est du domaine donc du psychisme. Et ce quelque chose, on peut penser que c'est comme une excroissance qui n'est plus totalement de la matière, parce que sinon ça ne pourrait plus interagir avec le psychisme, c'est intermédiaire, c'est l'interface. Et si cette interface, c'est en quelque sorte une caractéristique de la matière, c'est une propriété de la matière qui n'est déjà plus totalement de la matière. Et si jamais la science physique est allée assez profondément dans l'étude de la matière, elle doit trouver trace de ça. Et en plus, je me suis dit, dans la mesure où elle nie totalement l'existence de quelque chose qui serait immatériel et qui aurait capacité à interférer avec la matière, elle se prive de facto des moyens d'interpréter ça. C'est-à-dire si c'est comme par exemple, pour une comparaison que j'utilise toujours, c'est si un physicien disait notre monde en 3D, non, il n'a que 2 dimensions. Il arriverait à décrire un certain nombre de choses, mais il ne pourrait pas comprendre ce qui se passe. Et donc pour moi, on est dans la même situation quand on reste dans un cadre strictement matérialiste. Et justement, ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, eh bien justement, la physique quantique, qui, je pense, et celle qui a découvert ces traces de cette interface, se retrouve en incapacité de comprendre un certain nombre de phénomènes quantiques. Eh bien, peut-être c'est justement par le fait qu'elle tient à ignorer, à rejeter la dimension psychique. Donc je suis parti un petit peu là-dessus. Après, je me suis dit, pour aller plus loin, il va falloir que je caractérise ce qui est de l'ordre de la matière et ce qui est de l'ordre du psychique. Si vous avez besoin de m'interrompre, vous n'hésitez pas. Non, pas du tout. Je suis vraiment sur encore ce lien que vous avez fait entre ce qui vous arrive dans la main et le message qui passe dans la tête, et que ça passe du physique au psychique. Qu'est-ce qui a fait que je suis... ça paraît tellement logique, votre interrogation de départ est tellement logique, mais il fallait y penser. Voilà, c'est ça. Je pense que ma démarche, dans la mesure où elle est juste que j'ai l'humilité de penser, c'est le genre de truc où une fois que c'est acté, que c'est reconnu, que c'est banalisé en quelque sorte, c'est le genre d'idée, on se dit, mais c'est évident, c'est évident. Voilà. Seulement, voilà, encore fallait-il y penser. Voilà, et comme vous dites, le caractériser. Voilà. Et alors, le caractériser, donc j'ai besoin de ce qu'on appelle un peu pompeusement, on va dire un critère séparateur. C'est-à-dire, par exemple, si je dis que si j'arrive à montrer que la matière c'est ce qui est bleu et le psychisme c'est ce qui est jaune, eh bien quand je vois du jaune, je sais que c'est du domaine psychique, et quand c'est bleu, c'est du domaine de la matière. Bon, là, il ne s'agit pas de bleu-jaune, il s'agira d'une qualité qui est une forme de causalité. Alors donc ce que j'appelle la matière purement matérielle, est soumise, elle subit des lois, les lois physiques, c'est-à-dire elle subit des lois causales. Je lâche ma montre, elle n'a pas d'autre choix que de tomber d'une certaine manière, et elle n'a tellement pas le choix que je peux même anticiper et savoir comment elle va tomber. J'écris les trucs, je résous les équations et c'est fait. Par contre, le physique, lui, ne subit pas, il est habité
par un pouvoir décisionnel qu'on appelle dans certains cas le libre arbitre. Alors là encore, c'est une notion totalement décriée parce que j'allais dire justement le problème avec le libre arbitre, c'est que comme la matière n'a pas de libre arbitre, dire il y a un libre arbitre, c'est implicitement reconnaître qu'il n'y a pas que la matière dans le monde. Donc pour un matérialiste, imaginez, pas de gros mots, le libre arbitre c'est une illusion. C'est comme la conscience, c'est une illusion. Vous savez, quand les scientifiques ne comprennent pas quelque chose, plutôt que de dire je ne comprends pas, c'est beaucoup plus facile de dire c'est une illusion, point barre, ne m'embêtez pas avec vos histoires, c'est de la foutaise, passons aux choses sérieuses. Bon, je caricature un peu, mais il y a de ça. C'est vrai. Vous savez, l'ego. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, de même, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que je suis capable de lever mes bras et de décider de le faire et le faire, c'est ça qu'on peut appeler ce que j'appelle l'endocausalité, c'est-à-dire mes mouvements procèdent d'une loi causale qui vient de l'intérieur de moi-même. C'est parce que j'en ai décidé. Et au niveau, alors ça c'est pour la conscience, je suis conscient que je peux lever le bras et je vais le faire. Au niveau beaucoup plus rudimentaire, purement de ce que j'appelle donc le psychisme, c'est un pouvoir décisionnel beaucoup plus ténu, mais il est là. Et encore une fois, quand je parle de libre arbitre, en général, quand on regarde tous les débats autour du libre arbitre, on voit qu'on raisonne toujours dans une logique du tout ou rien. C'est-à-dire soit le libre arbitre, c'est la liberté totale, et dans ce cas-là, ça existe, soit ça n'existe pas du tout. Et quand on reste dans cette logique, eh bien, on arrive à démontrer que le libre arbitre est limité. Par exemple, c'est facile à dire qu'il est limité. Je peux bouger mon bras, mais je ne peux pas décider qu'il pèse 3 tonnes, et ainsi de suite. Donc, du coup, plein de raisonnements du camp de ceux qui sont contre le libre arbitre reposent là-dessus, c'est-à-dire, vous dites qu'il y a du libre arbitre, moi je vous demande dans tel cas de figure que c'est limité, c'est pas le libre arbitre, c'est autre chose, donc ça n'existe pas, tout ou rien. Non, ce n'est pas, c'est un faux raisonnement. Voilà. Mais donc, avec ce genre de choses, eh bien, le psychisme, pour moi, donc, a une espèce de pouvoir décisionnel qui parfois est très rudimentaire, très limité, très petit, mais il n'est pas nul. Et pour un physicien, les manifestations de ce pouvoir décisionnel, ça va être sous forme de non-déterminisme. Or, justement, il se trouve qu'en plus, la physique quantique m'offre sur un plateau exactement ce dont j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle l'aléatoire quantique ou le hasard quantique. Eh bien, le hasard quantique, s'il y a de l'endocausalité, un pouvoir décisionnel, de l'extérieur, comme je n'ai pas accès, moi je sais que j'ai décidé tel truc, mais un extraterrestre qui me regarderait, me verrait gesticuler, il se dirait, il étudierait, et puis au bout d'un moment, il dirait, on n'a pas réussi à trouver une loi de comportement, donc c'est un générateur aléatoire. Parce qu'il ne saurait pas qu'au fond de moi-même, c'est parce que j'en ai décidé ainsi, parce que je suis habité par un degré de conscience. Et donc, au niveau d'une particule élémentaire, cette petite noisette de psychisme qui est infime, quand elle va décider quelque chose, eh bien pour le physicien, la seule chose qu'il va voir, c'est une rupture de déterminisme, une absence de déterminisme, donc de l'aléatoire. Et ben voilà, ma montre, pour la refaire travailler, saute en l'air parce qu'elle saute en l'air, il n'y a rien d'autre à comprendre. Donc c'est un phénomène qui se passe, qui est privé de contenu, il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'explication. Et moi je dis qu'il y en a une seulement, comme elle est psychique, elle est inaccessible aux physiciens. De même que, vous savez, vous pensez que je suis conscient parce que je suis un bipède humain comme vous, vous dites je suis consciente, lui il a bien l'air de l'être donc il doit l'être, et moi c'est pareil. Mais si on voulait vraiment faire la démonstration que nous sommes conscients, on serait incapable de le faire. La preuve, par exemple, pour les animaux, sont-ils conscients, sont-ils pas conscients, on va essayer de le démontrer de façon extérieure. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le test du miroir, mais c'est extérieur, ce n'est pas intérieur. On ne peut pas établir de façon certaine que tel animal est conscient. Voilà. Donc, c'est la même chose
pour, par exemple, une particule élémentaire, pour ne pas la nommer, si jamais elle est habitée, vous savez, c'est l'image de l'œuf poché que j'avais utilisé la dernière fois, je ne sais pas s'il faudra que je revienne dessus ou pas. Non, moi, je veux bien. Guillaume avait adoré cette image, je le dis comme D'accord, ça. alors je vais faire une petite parenthèse pour revenir sur cet œuf poché, c'est-à-dire, pour moi, une particule élémentaire, c'est comme un œuf poché. D'un œuf poché, on ne voit qu'une chose, l'albumine coagulée qu'on appelle le blanc d'œuf, qui est solidifié parce on l'a fait cuire. Mais à l'intérieur, nous savons qu'il y a un jaune d'œuf. Le blanc, ça va être la partie matérielle, hein, en prenant l'image d'une particule comme un œuf poché, ça va être sa partie matérielle qu'on voit, on sait comment ça se comporte, la physique décrit, ça c'est ce qu'on appelle un paquet d'ondes ou une fonction d'onde ou un vecteur d'état, peu importe, enfin on sait bien, ça évolue conformément à une équation d'onde et ainsi de suite, on sait bien ça. Ce que le physicien ignore et qu'il ne peut pas, il n'a pas... Structurellement, il ne peut pas avoir accès à ce contenu. C'est le jaune d'œuf qui est à l'intérieur, qui est psychique. Mais ce jaune d'œuf, dans certaines conditions, va se réveiller, va se manifester. Alors, j'avais expliqué la dernière fois que c'était lié à des questions de défense de la cohérence du monde physique. Je ne vais pas développer là-dessus, mais disons, il y a des questions, des raisons objectives pour que le jaune d'œuf se réveille de temps en temps pour prendre une décision. Il n'est pas là de façon gratuite, il est là au service d'eux et au service de quelque chose d'essentiel pour le monde, la cohérence du monde physique, en l'occurrence psychophysique. Donc, c'est pour ça que la physique quantique, en plus, va me permettre de savoir dans quelles conditions, dans quelles circonstances ce jaune d'œuf se réveille. Mais quand il se réveille, c'est pour prendre une décision. La seule chose que le physicien va voir, il ne sait pas qu'il y a un jaune d'œuf qui a la capacité à prendre des décisions. La seule chose qu'il va voir, c'est le résultat. Et le résultat est aléatoire. Par exemple, si ce qu'on appelle le spin, la particule comme une petite toupie, va décider de tourner dans un sens ou dans l'autre au moment où on la mesure, eh bien, la seule chose que le physicien va voir, c'est que on n'est plus dans le cadre de l'équation d'onde, on a une évolution aléatoire. Et puis voilà, la nature est comme ça, c'est comme ça. On a raté l'essentiel. On avait une pépite devant nous, et parce que on est avec nos ornières matérialistes, eh bien, on a raté une pépite qui est absolument fondamentale, qui est celle qui va nous permettre de faire venir une dimension psychique non matérielle dans la description de notre monde. C'est fantastique. C'est le dernier domaine qui échappe à la science aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut. Il suffit de se baisser et de ramasser en oubliant nos préjugés mentaux. Voilà. Donc, mais on peut comprendre qu'on n'ait pas que ce soit quelque chose de difficile, parce que on avait vu sur la première émission que ça dépendait aussi pas que ça dépendait mais de l'outil de mesure. L'outil de mesure est fait comme un mur, finalement. C'est entre la réalité et ce qu'on perçoit de la chose qui se passe. Oui. Donc, alors, il se trouve que, par exemple, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Bon, je ne veux pas trop développer là-dessus, mais il y a toute une théorie qui dit que la réduction du paquet d'ondes ou l'évolution qu'on peut appeler le collapse du psi, l'effondrement de l'onde quantique, n'arrive que quand on observe. Mais c'est pas vrai. Quand, par exemple, de façon générale, c'est ce qu'on appelle, c'est une propriété mathématique qui s'appelle l'unitarité. C'est des évolutions non unitaires. Toutes les évolutions qui sont conformes à une équation d'onde ont une propriété qui s'appelle l'unitarité. C'est une propriété mathématique. Et toutes ces évolutions aléatoires, pour moi non physiques, c'est-à-dire qui font appel au jaune d'œuf qui se réveille, ce sont des évolutions non unitaires. Et donc on s'aperçoit quand on voit ça, qu'il n'y a pas que, quand je regarde le chat de Schrödinger qui va choisir, il n'y a pas que la mesure, un saut quantique, l'électron périphérique, c'est la même chose. Donc on va retrouver ce type d'évolution dans un ensemble beaucoup plus vaste d'évolution physique. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas compris que c'était la même chose intrinsèquement. On n'a pas compris ça.
Et c'est pour ça que on véhicule des tentatives d'explication qui sont fausses dès le départ parce qu'on n'a pas compris l'essence du phénomène. Voilà, ça c'est mon analyse. Vous en parlez d'ailleurs juste dans l'ouvrage, hein, de toutes ces lois. Ben, à force d'avoir des lois, il y en a trop. Finalement, la nature est plus simple. Il y a des lois, mais ça va à l'essentiel. C'est beaucoup plus simple. Donc il faut qu'on Voilà, arrête. sur le fond, voilà. Mais à partir de cette simplicité, on arrive à des choses assez complexes, malheureusement. Et de ce côté-là, j'ai une petite boutade, c'est Eugène Wigner, qui est prix Nobel de physique, qui avait parlé de l'incroyable efficacité des mathématiques en physique. Alors pourquoi les mathématiques sont très efficaces? Justement pour ces questions de devoir, de cohérence. Les mathématiques, quand vous avez un théorème mathématique, tout ça, les mathématiques, ce qui est le fond des mathématiques, c'est la cohérence. Et si une théorie est incohérente, vous la jetez à la poubelle. Et le monde objectif, le monde physique, lui aussi est obligé d'être cohérent. Donc c'est pour ça que quand on prend le cheval des mathématiques, on est sûr de garder quelque chose qui s'appelle la cohérence et donc de vérifier des propriétés physiques qui sont vraies. Et alors lui disait que la physique est devenue tellement complexe qu'il faut toute une vie pour la maîtriser et que quand on y arrive enfin pour pouvoir l'appliquer, on est un vieux barbon. Il ne le dit pas comme ça, mais je veux bien le croire. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Voilà. Oui, c'est sûr. Il y a dans votre ouvrage L'univers quantique enfin expliqué des métaphores, une nouvelle fois, que j'aime beaucoup. Je vous remercie de prendre le temps d'expliquer très en images. J'adore les images, moi. Et il y a cette métaphore sur les 3 fleurs quantiques. Et je voulais savoir si vous pouviez nous réexpliquer que représentent donc les 3 fleurs quantiques que vous développez finalement dès le début du livre pour poser les choses. Oui, oui. Alors ça, c'est un petit peu l'essentiel, c'est-à-dire ça me permet de mettre l'accent sur en quoi la physique quantique diffère de la physique classique, c'est-à-dire en quoi le monde, en fait, plus fondamentalement, en quoi le monde quantique est différent du monde classique. Voilà. Alors, donc, le monde quantique, c'est le monde des particules quantiques, donc de ces pochets dont je parle. Alors, donc, la différence entre les deux, effectivement, est liée à cette métaphore des 3 fleurs que j'appelle le bouquet quantique. Exactement. Et juste entre parenthèses, merci pour cette partie de l'ouvrage où tout est résumé de façon extrêmement simple. Donc les amis, retrouvez-vous directement dans cette partie-là du bouquin dès qu'il y a un concept qui vous paraît un peu complexe et vous allez avoir vraiment un petit résumé extrêmement bien fait. Oui, c'est toujours compliqué d'essayer simplement des choses complexes. Enfin voilà, sur le fond, c'est pas compliqué. Donc 3 fleurs, dans l'ordre, la fleur qui vibre, la fleur qui saute et la fleur qui relie. Voilà. Je commence, j'en avais, c'est une autre façon de parler de choses d'ailleurs dont j'avais parlé dans la séance précédente, mais de toute façon, c'est toujours bon de répéter les choses. Hein, oh oui, s'il vous plaît. La fleur qui vibre revient à dire que tout, pas tout à fait tout, presque tout est vibratoire. C'est ce que je disais la dernière fois. En physique classique, vous avez un livre, c'est un de mes livres, c'est l'autre d'ailleurs, mais ah oui, je vais m'amuser, je fais une petite parenthèse. Un de mes livres a été traduit attendez, voilà, en tchèque. En tchèque. Alors c'est quand même assez incroyable parce que, comment dire, le tchèque, c'est pas, j'essaie de le, voilà, le centrer, parfait. Réalité quantique en tchèque. Excellent. Vous diriez, si c'est traduit dans une des grandes langues de l'humanité, l'anglais, le chinois, le machin, non, en tchèque. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, donc, je prends ce livre. S'il est au repos, qui ne bouge pas, pour la physique classique, c'est statique, totalement statique. Okay. Mais, en physique quantique, c'est-à-dire si on regarde avec un gros microscope électronique et tout ça, on va s'apercevoir que c'est pas statique, mais qu'au contraire, ça n'arrête pas de vibrer, tout bouge. C'est-à-dire,
Cette matière est faite d'atomes qui ont un noyau, même le noyau ça bouge, et autour du noyau, on a des électrons qui tournent en permanence. Tout bouge, tout bouge. Voilà. Donc, c'est la fleur qui vibre, qui nous dit il existe quelque chose fondamental dans la nature qui s'appelle les ondes quantiques. Voilà. Tout objet, comment dire, tout objet matériel, toute particule élémentaire est faite d'ondes quantiques en dehors de ces moments où c'est le jaune d'œuf qui va prendre les rênes, qui va évoluer. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout. Quand j'entends dire tout est vibration, c'est presque vrai. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il manque quelque chose d'absolument essentiel, c'est justement le moment où le jaune d'œuf se réveille et qui devient un peu comme une lueur de conscience ou une lueur de psychisme, alors que quand c'est l'onde qui mène la danse, il est endormi. C'est pour ça que tout se passe comme s'il n'existait pas. Donc ça, c'est la première fleur. La deuxième fleur, c'est celle qui saute et qui fait justement allusion à ce qui se passe quand le jaune d'œuf se réveille. Le jaune d'œuf qui se réveille, s'il se réveille, c'est parce que, par exemple, j'ai un instrument de mesure qui a un détecteur. Ce détecteur, on va dire que c'est comme une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux qui arrive là. Et ça, le livre, tant pis, on va dire que c'est un œuf poché, c'est-à-dire c'est une particule élémentaire. La particule élémentaire arrive sur le détecteur de mon instrument de mesure et mon instrument de mesure, le détecteur de l'instrument de mesure, que fait-il? Il a tendance à découper, il veut découper la particule qui est dans un état superposé, puisqu'elle est à la fois en haut et en bas. Oui. Si la particule était dans un état qu'on appelle propre, un état pur, elle serait soit tout à fait en haut ou soit tout à fait en bas, et à ce moment-là, la paire de ciseaux ne pourrait pas le découper. Donc, quand je suis dans cette situation-là, eh bien, que va faire la nature? Alors, je précise que ce que je n'ai peut-être pas encore fait, c'est que la particule quantique, pour des raisons de cohérence de la nature, n'a pas le droit de se laisser découper. C'est-à-dire, c'est tout ou rien. Soit elle est maintenue à 100%, soit elle disparaît, elle se transforme en autre chose. Et par exemple, c'est pour ça que, si on lit n'importe quel rapport de physique expérimentale, je plaisante un petit peu, mais on va vous dire qu'on a trouvé 275 électrons, 327 électrons, 1247 photons, et ainsi de suite. C'est jamais 245,37. Eh bien, c'est justement parce que si on veut découper la particule, elle ne va pas se laisser découper, c'est tout ou rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est là où la notion de saut quantique ou de réduction du paquet d'ondes va intervenir. Quand je suis dans cette situation-là, le jaune d'œuf de cette particule élémentaire, vous avez reconnu, on fait avec ce qu'on a. Hein. Le jaune d'œuf va se réveiller et comprend que s'il ne fait rien, c'est-à-dire si on reste purement dans le cadre des évolutions ondulatoires, eh bien la particule va être finalement coupée en deux. Or, la particule, elle est quantique, c'est-à-dire elle n'a pas le droit de se laisser découper. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le jaune d'œuf, alors d'abord, l'onde quantique va momentanément disparaître. On n'a plus de description par fonction d'onde. Il y a un deuxième état, en quelque sorte, de la matière quantique qui correspond à autre chose. Si vous voulez, c'est comme l'eau qui peut devenir une glace. Hein. On fait allusion à l'histoire de Gligglou qu'il y avait la dernière fois. Donc là, on va imaginer que c'est... voilà, il se passe autre chose. Et du coup, la particule va décider, le jaune d'œuf va décider, je me rabats en totalité en bas ou en totalité en haut. C'est une évolution. C'est une évolution non... ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est une évolution non unitaire, c'est-à-dire c'est autre chose, c'est pas une évolution de type ondulatoire. L'onde disparaît momentanément et au final, on a la particule qui est soit tout en haut, soit tout en bas, et donc mon détecteur, c'est-à-dire ma paire de ciseaux, ne le découpe pas.
Et par contre, pour un même état initial, qui est celui-là, eh bien, j'ai deux états finaux ou finales, je ne sais jamais comment on dit en français, on dit peut-être les deux, possibles. Soit je vais tout en haut, soit je vais tout en bas. Et c'est là où apparaît un élément aléatoire. Un même état initial donne aléatoirement, c'est-à-dire par décision endocausale, soit le résultat vers le haut, soit le résultat vers le bas. Voilà, c'est ça, c'est cela que signifie la fleur qui saute. Quand je suis là, paf, il y a un saut quantique, soit vers le haut, soit vers le bas. Exact. Question là-dessus? Avant que je parle du troisième. Pourquoi ça, alors je comprends qu'on ne puisse pas découper une particule, je comprends ce saut, mais est-ce qu'on sait pourquoi ça se passe comme ça? Si ce n'est que c'est une loi établie. C'est-à-dire, la nature est faite comme ça, parce que à partir du moment où la nature, si on peut dire, a énoncé, d'abord est astreinte à une, comment dire, est astreinte à une non-contradiction. Et comme je vous ai dit, s'il n'y avait pas ça, si les particules quantiques, c'est-à-dire en fait, elle a énoncé quelque part, les particules quantiques subissent que j'appelle la loi de quantition, une loi du tout ou rien. C'est-à-dire, soit on en a un, on peut en avoir 2, 3, n, mais on n'en aura jamais 3,5. Et donc, si la nature énonçait cette loi et qu'après, mise dans une position où justement on menace cette loi, elle n'avait pas prévu de faire ce qu'il faut pour que cette loi soit quand même respectée, elle serait incohérente. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça que elle a été obligée de s'outiller, d'astreindre la loi de quantition, cette loi de tout ou rien, avec un mécanisme qui fait que quand on met un détecteur pour enfreindre cette loi, pour la transgresser, eh bien, elle a prévu un mécanisme qui va permettre de maintenir cette loi malgré ce piège. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça va comme réponse? Oui, ça me fait penser donc au chapitre 6, Malin comme une tortue. Il y a cette idée que les particules optimisent leur chemin ou leur comportement et qu'il y a comme une forme de souplesse, de ruse. Et je me disais, mais comment peut y avoir de la ruse alors que tout est normalement fixé par des lois? Enfin, c'était assez drôle. On a l'impression que les particules contournent les règles alors qu'en fait, elles maintiennent ces règles. J'ai dit ça, là, j'ai parlé de ruse. Non, c'est moi qui ai paraphrasé. C'est comme ça que j'ai compris. On va dire, non, si on voulait parler de ruse ou de contourner, on peut dire qu'elle contourne, elle suspende momentanément, donc elle contourne les lois ondulatoires, mais pour respecter la nature, justement. C'est-à-dire pour respecter la nature, pour contourner un danger de découpage, elles sont obligées d'enfreindre ces lois, et c'est là où on n'est plus dans un cadre ondulatoire, on est dans le cadre du saut quantique. Est-ce que ça va? Oui, je le comprends. Je le comprends peut-être d'une façon plus terre-à-terre, où je me dis que parfois il est bon de contourner certaines lois pour rester dans quelque chose de plus naturel. Politiquement, on peut faire des sauts quantiques en politique. Oui, non mais c'est vrai. Je veux dire, ça, c'est presque un enseignement quelque part, et on a plein de métaphores de ça. C'est parce que là-dedans, on va retrouver aussi dans la quantition, dans cette loi du tout ou rien, on va retrouver l'intégrité de soi-même. Voilà, il y a plein de problématiques, évidemment. Donc, justement, dans ce livre, j'ai évité d'en parler pour que vraiment les gens comprennent le fondement, mais il y a plein d'enseignements qu'on peut en tirer, plein de rapprochements, c'est sûr. Pour rester sur les trois fleurs, il y a cette idée... Mais ça oui, c'est vrai. Oui. Restons sur la troisième. Donc, on a la vibration, on a le saut, celle qui saute, et il nous reste le lien. Et celle qui relie. Voilà. Alors, cette dernière loi, c'est celle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intrication quantique, qu'on appelait initialement la non-séparabilité, et que les Québécois appellent l'enchevêtrement. Voilà, il y a tous ces trucs non compris en physique ont mille et une appellations,
et j'en rajoute une, non pas au même niveau, mais la propriété sous-jacente qui implique l'intrication. Je vais en parler dans 2 secondes, mais c'est la même chose pour ce qu'on appelle le saut quantique. Il a plein de noms. Saut quantique, réduction du paquet d'ondes, effondrement de l'onde quantique, collapse du psi. Enfin, il y a voilà, c'est comme si quand on comprend pas quelque chose, il y a plein d'étiquettes. Bon, alors l'onde qui non la fleur qui relie. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, par exemple, je vais prendre le cas le plus simple, mais c'est pas le seul, de 2 particules. Alors cette fois-ci, ça va être mes points parce que j'ai oublié ce qu'il fallait, qui s'entrechoquent. C'est 2 particules, hein, vous avez reconnu mes points, et qui repartent. Et la description physique me dit que dans ce cas de figure, ces 2 particules, mes 2 points qui repartent, restent liés. Et restent liés, ça veut dire, au point de vue du formalisme, qu'on ne peut pas les décrire indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire, on ne peut décrire que la totalité, que l'ensemble des 2. Pourquoi cela? Eh bien, c'est parce que, j'en avais parlé la dernière fois, ils sont liés, ils sont porteurs d'une loi de conservation collective. Est-ce que c'est clair ou est-ce que... posez-moi une question si c'est pas clair. Alors, une loi de conservation collective. Donc, oui, voilà, on ne peut pas les séparer. Mais ce que je comprends pas, c'est que je pensais qu'on parlait que d'une seule particule, et là, on a 2 particules. Donc, au moins 2 particules. Au moins 2 particules, pour parler de cette troisième notion sur la fleur, le lien, comment vous l'appelez exactement? Oui, le lien d'intrication, on va dire. Moi, je l'appelle de supralité, pour une raison bien simple que j'expliquerai tout à l'heure. La fleur du lien, voilà. Voilà, la fleur du lien. C'est celle de la non-localité quantique. Absolument. Donc on parlait de ça aussi, la non-localité. Voilà, donc j'avais noté, c'était connexion instantanée entre 2 particules, peu importe le temps et l'espace. Voilà, cette notion-là. ça fait beaucoup. Voilà, donc ça veut dire que si, par exemple, mes 2 électrons qui, dans le schéma le plus courant, se sont entrechoqués, sont repartis, eh bien, même 1000 ans après, s'ils sont à des milliards de kilomètres l'un de l'autre, on peut prendre des photons pour être sûr, eh bien, ils vont continuer à être reliés jusqu'à ce que... Oui, vous voulez me dire quelque chose? Non, je viens de faire un tilt, je viens de comprendre quelque chose. Mais pas assez bien pour pouvoir vous expliquer ce que je viens de comprendre, mais je vois que ça fait tilt. D'accord, oui, non, mais... Ah oui, c'est l'occasion pour moi de rappeler que, par exemple, ces livres, puisqu'ils parlent un peu de physique quantique, et c'est pas la même chose que le roman de l'été, si les personnes le lisent et ne comprennent pas tout de suite tout, je crois qu'il faut prendre les choses avec énormément être relax, se dire en première lecture je comprends 30%, 40%, peut-être 20%, c'est pas bien grave, j'ai compris quelque chose, c'est comme une musique qui va rentrer. Exactement. Je le relirai dans quelques temps et je vais m'apercevoir que sans faire d'effort, je comprendrai un peu plus et ainsi de suite. Je vais vous faire une confidence, je crois que j'ai déjà fait la dernière fois, quand je lis un rapport de recherche en physique par exemple, c'est la même chose. Je ne comprends pas tout la première fois. D'abord, ça fait allusion à des techniques, à ceci, à cela. Mais je le lis quand même jusqu'au bout en me disant, j'ai compris quelque chose et j'ai compris plus de choses que je ne le crois explicitement. Et je laisse reposer, je reviens 2 jours après et je comprends un peu plus. Et comme je suis un peu tenace, je ne lâche pas le morceau tant que j'ai pas tout compris. Mais je ne me contrains pas à me dire il faut que j'ai tout compris d'emblée en première lecture. Non, ça c'est pas possible. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc si vous avez un truc que vous avez compris, c'est parce que on est revenu sur la chose et progressivement, vous savez, c'est comme un puzzle, ça se met en place. Voilà. Alors l'intrication. Alors là, ce que j'appelle une loi de supraconservation. Une loi de conservation collective me dit, par exemple, que les 2 particules avaient chacune une énergie liée à leur quantité de mouvement. Elles s'entrechoquent et elles repartent. Le physicien sait une chose, c'est que la somme des énergies, par exemple cinétiques initiales, de l'une plus de l'autre, et la somme des énergies après le choc, de l'une plus de l'autre, sera égale.
La seule chose qu'il ne connaît pas, c'est qui a pris une part plus grosse d'énergie cinétique, qui en a pris à l'autre et qui en a perdu. Ouais. C'est ça qu'on appelle la loi de conservation collective. C'est-à-dire, cette loi ne me permet pas de dire telle particule qui est partie sur la gauche a nécessairement telle énergie et l'autre a nécessairement telle énergie. Non, ça, on ne le sait pas. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour ça Oui. que c'est une loi collective, de conservation collective. Ce qui est conservé, c'est la somme d'une certaine quantité sur les deux, l'un plus l'autre. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, Pas forcément. Pas forcément. ça va venir, mais on a dit qu'on laissait glisser Oui, c'est et ça. On laisse c'est- décanter. on laisse Voilà. décanter, voilà, c'est ça. J'ai on peut prendre l'exemple de la masse, je vais prendre le truc, ou de la taille. On a une grosse boule et une petite boule, elles s'entrechoquent, et comme elles sont pas totalement, elles sont un peu molles, on va dire, eh bien, pendant le choc, il y a une partie de la masse de la grosse boule qui est passée sur la petite, et quand elles repartent, eh bien, la grosse boule qui était de telle taille initialement et la petite qui était de telle taille initialement, eh bien la grosse, elle a perdu un peu de sa taille et la petite a augmenté de taille, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et donc la seule chose que le physicien sait, c'est que la taille, le volume de l'une plus le volume de l'autre qu'elles avaient avant le choc, et le volume de l'une plus le volume de l'autre qui a changé individuellement après le choc, eh bien la somme des deux volumes sera la même après qu'avant. Mais il ne pourra pas dire, il ne saura pas quel est le volume de tel. Mais ma question, pour l'explication, j'ai comprise comment la première fois on s'est posé cette question-là, où on a pris conscience de ça, pas qu'on se soit posé la question, mais qu'on ait pris conscience de ça, que Alors, cette information, si on l'appelle l'information, que la oui. grosse bulle, potentiellement, elle aurait donné un peu d'informations, de matière à l'autre également, et on ne connaît pas la somme. Mais comment est-ce que c'est arrivé la première fois pour qu'on se rende compte de ça? Je suis pas sûr de comprendre votre question, à mon tour de pas comprendre, mais je vais vous dire peut-être que je vais répondre quand même à votre question. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire, mais où est le problème? Le problème, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, en physique quantique, il y a des états superposés. Vous vous souvenez quand j'ai fait ça c'est le détecteur, mes doigts, c'est comme une paire de ciseaux. Là, c'est un état superposé dans la mesure où mon objet quantique, il est à la fois en haut et en bas. Ouais. Il est superposé puisque il n'est pas superposé quand il est totalement en haut ou totalement en bas. Mais comme il est superposé, quand il va arriver sur le détecteur, il est vulnérable et je peux le découper. Donc c'est pour ça qu'il fait un saut quantique pour être finalement soit totalement en haut, soit totalement en bas, ce qu'on appelle un état propre, un état non superposé. Et donc mon détecteur et ma paire de ciseaux ne va pas réussir à le découper puisque je vais découper le vide. D'accord? Ça c'est clair. Voilà. Et le problème, c'est que quand on a un état superposé, on va dire par exemple, on va prendre peut-être les couleurs, ça sera peut-être plus facile, on pourrait aussi prendre le spin, je tourne d'un côté. En fait, c'est cette idée que dans son état naturel, on va dire, quand on ne veut pas le découper, il a toutes ses propriétés, donc on voit même ces trois propriétés en même temps de ce qu'on a pu voir sur les trois fleurs, mais si on cherche à le découper, on n'aperçoit qu'une partie de ses propriétés. Finalement, ce qu'on va analyser, ce qu'on va réussir à voir, c'est qu'une partie. C'est ça. Mais après, à la fin, sur cette troisième fleur du lien où vous expliquez que cette particule, si elle est confrontée ou en relation avec une autre particule, ce lien reste, peu importe le temps et l'espace. Mais par contre, on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi sont composées ces deux particules, quelle quantité il y a d'informations dans l'une et dans l'autre. À quel moment on a su que ça pouvait ne pas être égal, sachant qu'on n'a jamais pu avoir ces données? Alors, je vais peut-être vous répondre différemment. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que souvent, une particule quantique est dans un état superposé. Elle est à la fois en haut et en bas. Alors, au lieu de dire en haut et en bas, on va dire que cette particule quantique, on va dire que par exemple, le haut, c'est jaune et le bas, c'est rouge. Ou bleu et rouge. Comme vous voulez. Quelle couleur voulez-vous? Bleu et rouge, ce sera plus bleu simple. Et rouge. Alors, si c'est en haut, c'est bleu. Si c'est en bas, c'est rouge. Oui.
Et quand je veux découper, la réponse, ça va être je suis Ou soit elle va aller bleu, vers le haut, ou je suis rouge. totalement bleu, ou je suis totalement rouge. Ok, D'accord? La même chose, plus, moins, enfin, c'est une métaphore. ok. Il se trouve que la loi de conservation collective, on va dire, elle me dit euh, que les deux particules, Ah oui, je me rappelle. Que voilà, si c'est bleu d'un côté, forcément l'autre sera rouge. ce sera rouge. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Or, le problème pour la physique, c'est que quand les deux particules repartent, aucune n'est bleue, aucune n'est Aucune n'est rouge, rouge. parce qu'elles sont dans un état superposé. Oui. Vous voyez, c'est ça le problème, et il est spécifiquement quantique, et il est spécifiquement lié à ces états superposés. Ce qui veut dire que la nature énonce une loi de conservation collective qui dit si j'ai rouge d'un côté, j'aurai bleu de l'autre, et inversement. Mais ces couleurs n'existent pas, puisque Mhm. la particule est à la fois rouge et bleue, les deux particules. Donc ça veut dire que la nature, pour des raisons de cohérence, a énoncé cette loi de conservation collective qui, au départ, est totalement virtuelle. Elle ne repose sur rien du tout. Or, la nature va peut-être être obligée d'attendre 1 milliard d'années que, enfin, il y a une situation comment dire, de piège quantique, de ce que j'appelle une menace quantique. Mais enfin, bon, Mhm. par exemple, une des deux particules va arriver sur un instrument d'observation, de mesure des petits hommes verts qui sont sur une planète lointaine, mais pas forcément, ça peut être tout à Mhm. fait autre chose. Eh bien, il va falloir attendre ce phénomène-là pour que, enfin, la particule que je mesure décide bleu ou rouge, et qu'à ce moment-là, l'autre est obligé, pour respecter la loi de conservation collective qui existe toujours, il va falloir qu'au même moment, l'autre, ah ben toi, tu as pris bleu, moi je prends rouge. C'est Et ça. à ce moment-là, alors même que les deux particules sont à des milliards de kilomètres l'une de l'autre. Voyez le problème Mhm. de la Et voire nature, même pas dans la même période de temps. C'est voilà, Non mais voilà, c'est au sens de la incroyable relativité, au sens de la absolument. relativité. Donc C'est c'est pour ça, mais ça n'a pas été compris. C'est pour ça que cette bizarrerie incroyable qui s'appelle l'intrication répond à un problème de cohérence de la nature qui, là encore, pour faire respecter sa loi de conservation collective, est obligé de le faire dans des conditions épouvantables. Des deux particules qui sont aux deux bouts de l'univers. C'est absolument épouvantable. S'il avait fallu qu'un ingénieur trouve un moyen de résoudre la question, il n'y serait pas arrivé. Est-ce que ah c'est oui, clair? bah oui oui, mais c'est-à-dire que tout est interconnecté, tout est Et du coup, c'est c'est ça, tout est interconnecté. waouh. Du coup, c'est là où mon explication, donc ça, là, ce dont je viens de parler, c'est en quoi l'intrication qui est si bizarre est une nécessité de la nature. Et Ouais. donc, je démontre par ce que je viens de dire que c'est une nécessité de maintien de la cohérence. De même que la Mhm. fleur du sceau, c'était pareil. Et maintenant, quel est le mécanisme sous-jacent? Eh bien, le mécanisme sous-jacent, je vais vous l'expliquer. On a parlé du jaune d'œuf. Vous savez, le jaune d'œuf, c'est gluant. Vous mettez Mhm. deux jaunes d'œuf, vous les trucs, ils restent connectés. Et donc, c'est ça que j'appelle la supralité. Les deux particules, quand elles se sont entrechoquées, leurs blancs d'œuf sont restés totalement différents, c'est-à-dire on a Oui. bien un électron ici ou un photon et un autre là-bas, il n'y a aucun problème. C'est leurs jaunes d'œuf qui sont soudés l'un à l'autre, et c'est ça que Mhm. j'appelle un lien supral, la supralité. Et cette supralité fait que les capacités décisionnelles de chaque particule, le jaune d'œuf, qui était inhérent au jaune d'œuf, n'est plus autonome. C'est-à-dire avant, tant qu'elles n'ont pas ce lien, eh bien chaque particule, chaque jaune d'œuf va décider pour lui-même, mais quand elles sont en lien, c'est une communauté décisionnelle. Et cette communauté décisionnelle fait que quand je vais mesurer une des deux particules d'un côté de l'univers, et qui va l'obliger à choisir soit couleur Mhm. rouge, couleur bleue, ou l'inverse, je ne sais plus où j'en suis, mais enfin bon, on Bleu en comprend haut, le truc. rouge en bas. Ah d'accord, bleu, soit rouge. D'accord, vous suivez bien, bravo. Eh bien, ça sera plus une décision individuelle, c'est Mhm. l'ensemble des deux qui va décider. Ben, le bleu, je vais le mettre à droite et le rouge à gauche ou l'inverse. Et là, donc, et c'est pour ça qu'on a des corrélations.
La seule chose que le physicien va pouvoir percevoir de ces relations, c'est la corrélation. Et une fois que la décision a été prise et que la corrélation a été vérifiée, eh bien, la loi de conservation collective est de facto vérifiée. Donc le lien supral, le lien d'intrication tombe. Il n'a pas, il ne sert plus à rien, il tombe. Mais il y en a d'autres dans l'univers. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans l'invisible du jaune d'œuf, eh bien, nous avons un double de l'univers visible qui est extrêmement, où tout est relié, à peu près tout est relié. Voilà. Donc oui, c'est ça les trois, avec les explications. Oui, vous avez devancé la question qui suivait, qui était: est-ce que cela confirme une unité fondamentale de l'univers? Voilà. Donc effectivement, voilà, tout l'univers est unifié et global, et il y a comme un grand tout cohérent. Ce que j'appelle la grande toile suprale. C'est une grande toile suprale. Ah, très très beau, voilà, ce terme d'ailleurs. Pour finir, je voulais revenir sur le rôle de l'observateur. Si vous pouvez nous expliquer ce point-là avant de terminer cette deuxième émission. Mais c'est vrai que si vous pouvez nous reparler de ce concept, du rôle de l'observateur, en fait, l'influence qu'il peut avoir ou les contraintes. Alors, il y a quelque chose que j'appelle les menaces quantiques. Les menaces quantiques, c'est toute situation objective qui tend à découper, en fait, à transgresser la loi de quantition, qui est une loi du tout ou rien, qui me dit la particule doit rester entière ou disparaître en se transformant en autre chose. Or, comme la particule, quand elle ondule, est étalée, une onde c'est toujours étalée, eh bien, et que je suis un gros malin, eh bien, je prends ma paire de ciseaux qui va utiliser cet étalement pour le couper en deux, le découper. Et ça, c'est une situation de menace quantique. Et ce que fait un instrument d'observation, un instrument de mesure, c'est pas autre chose. La pièce centrale de l'instrument de mesure, c'est pas l'observateur, c'est pas la grosse machine, c'est son détecteur. Son détecteur va justement utiliser l'étalement de la particule, ça peut être le spin, ça peut être n'importe quoi, pour le découper. Et dans ce cas-là, il va enclencher cette réaction de défense de la nature pour protéger cette loi du tout ou rien, qui va être le saut quantique. Et donc, on va trouver, alors qu'on avait un résultat flou au départ, puisqu'il était superposé, à la fin, on a un résultat précis. Et donc, on a l'impression qu'on a une particule, mais en fait, non. Ce qu'on a changé, le résultat final, c'est encore ondulatoire. C'est pas du tout une particule ponctuelle. Là où on a l'impression que c'est une particule ponctuelle, c'est parce que comme on est passé d'un état flou superposé à un état précis, il est concentré, on a l'impression qu'il y a une particule. Mais non, c'est juste que on a créé une réduction du paquet d'ondes, un saut quantique, et ce saut quantique est piloté par le jaune d'œuf, qui a dû prendre la décision du genre, je vais me concentrer en haut, donc bleu, où je vais me concentrer en bas et je suis rouge, et du coup, le détecteur, il va pas me découper. Ce qui est ça, le but de la chose. Donc, l'observateur, en tant que tel, il fait rien. Il a conçu son instrument d'observation, et son instrument d'observation, la pièce centrale, c'est le détecteur. Mais c'est pas lui en tant que truc conscient. Donc, pour moi, c'est... Et quelque part, heureusement, parce qu'au final, l'outil de mesure on s'aperçoit qu'il n'est pas bon. On n'a pas l'outil de mesure pour mesurer tout ça, mais on sent à l'intérieur que ce n'est pas seulement les résultats de l'outil de mesure qu'on aurait trouvé sur place. Oui, là où j'exprimais une réserve, c'est pour dire que c'est l'observateur en tant qu'observateur conscient qui va occasionner la réduction de paquet d'ondes. Je dis non. Oui. Par contre, il a un rôle fondamental, c'est lui qui a conçu l'instrument de mesure, c'est lui qui fait le protocole expérimental. Mais ce n'est pas sa conscience qui va créer l'objet observé. C'est ça que je veux dire, parce que tant qu'on est parti là-dessus, pour moi, c'est un contresens. Et du coup, on est parti dans une mauvaise direction pour comprendre le quantique. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Mais évidemment, l'observateur, je le salue bien bas. C'est un élément essentiel. Voilà. Oui. Alors, ce qui est quand même intéressant avec tout ça, j'en avais dit 2 mots peut-être la dernière fois, c'est qu'à partir de cette caisse à outils qui sont mes 3 fleurs quantiques, j'arrive à élaborer une théorie du cerveau conscient.
c'est-à-dire proposer une réponse à la question pourquoi le cerveau est-il l'organe de la conscience. Je me permets juste Les 8 de... leçons essentielles sur la science Voilà, c'est quantique, ça, qui est le nous, livre, la matière, la vie et le sens des choses. voilà, qui explore un peu ces questions et il y a une 9e leçon qui n'est pas dans le titre, qui traite justement du libre arbitre pour défendre le libre arbitre. Et vous savez que vous êtes aujourd'hui, il est de bon ton de bien faire comprendre que vous ne croyez pas au libre arbitre, c'est une illusion. Et vous ne Ouais, mangez pas de ce pain. Oui, non, non, je moi, vous ai... je pense qu'on a le libre arbitre, mais quand même, vous aviez rajouté quelque chose quand on avait vu ce premier ouvrage où heureusement qu'on ne décide pas qu'on ne doit pas décider de tout, parce que sinon ce serait extrêmement difficile de respirer, de penser à respirer tout le temps, par exemple, ou de faire circuler le sang dans les organes, etc., etc. Beaucoup de choses se font enfin, pas dans le cadre en tout cas du libre arbitre, tel qu'on peut l'imaginer. Donc c'est jamais ça ou ça, c'est souvent ça et ça. Et j'aime bien Absolument. cette idée-là. Mm. Vraiment, merci pour ce voyage. C'était une nouvelle fois passionnant. Il nous faudrait des heures et des heures. Et effectivement, à chaque fois que je vous écoute ou à chaque nouvel ouvrage, je comprends mieux les notions que j'ai vues au début. C'est Donc j'ai hâte normal. d'être au 3e. Là, j'ai hâte de faire une soirée questions-réponses pour voir ce que les Nuréens en pensent et que vous puissiez aider tous ceux qui ont encore des interrogations. Et il y en a plein. Vous en avez encore vous-même. Et c'est ça qui est beau. Donc j'ai hâte de continuer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le message, si vous voulez, de cet ouvrage? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne après avoir lu cet ouvrage-là, spécifiquement? Je pense que, alors il y a quand même l'information suprale aussi. Je pense qu'il y a cette histoire des 3 fleurs quantiques qui est fondamentale. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental pour comprendre ce que c'est que le quantique. Le quantique, il y en a plein qui en parlent, on ne sait pas trop ce que c'est, on sait juste que c'est bizarre. Mais en fait, c'est les 3 éléments structurels qui font la différence entre la physique classique, entre un objet au sens de une particule, par exemple, conçue par la physique classique, et une particule conçue par la physique quantique. Non seulement ça, mais en plus expliquer pourquoi ces bizarreries existent, ce qui est aussi fondamental parce que, à mon humble avis, ça n'a pas été compris. Et d'autre part, peut-être la dernière chose, c'est voir ce qu'on peut en faire, notamment cette notion d'information suprale, c'est-à-dire, et ça aussi c'est quand même important, à partir de ces liens, je vais pouvoir élaborer, concevoir une notion d'information, une information qui est au niveau du jaune d'œuf, donc une information mentale, d'un nouveau type pour lequel les distances n'existent pas. Alors ça va me permettre d'expliquer par exemple des phénomènes tels que la télépathie et tout ça. C'est tout un univers nouveau qui s'ouvre, qui était ignoré jusqu'à présent. Voilà, donc je pense que d'une part, je prétends qu'on comprend intimement ce que c'est que le quantique avec ce livre, et d'autre part qu'on commence à comprendre avec cette caisse à outils des 3 fleurs quantiques, qu'est-ce qu'on peut en faire et en quoi ça m'enrichit le monde et en quoi ce sont les conditions qui ont permis à la nature de créer des êtres conscients comme nous. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Si, hein, du coup, en résumant un peu, et si comprendre la physique quantique, c'était commencer à se comprendre soi-même, en gros. Donc je vous conseille cet ouvrage, vraiment. Merci énormément Emmanuel Renfort, on se retrouve donc très vite pour ce dernier ouvrage qu'on va aborder sur Nurea TV avant de passer aux questions-réponses, à une soirée en live. Donc du hasard quantique à la conscience, un questionnement entre science et philosophie. Ça promet. Ça promet. Ok. J'adore la première page de couverture. Merci, merci à vous. Ça me rappelle tous les livres de philo que j'avais en terminale, donc c'est exactement ce qu'il fallait pour cet ouvrage-là. Le genre de couverture, oui, le genre de style, effectivement. C'est bien vu, c'est bien vu. Merci beaucoup et on se retrouve donc très vite sur Nurea TV et surtout les amis, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Au revoir. Au revoir, merci à vous.